Un homme a frappé à ma porte à 7h30 du matin en tenant un colis brun sans expéditeur. Il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais et m'a demandé si j'étais la mère d'Olivier Vauclerin. Quand j'ai confirmé, il m'a tendu cette petite boîte attachée avec une ficelle épaisse et n'a dit qu'une seule phrase avant de disparaître dans la rue. « Ouvrez seul, chez vous ». Mon cœur a commencé à battre de façon désordonnée. Je ne savais pas qui était cet homme, ni pourquoi il apportait quelque chose lié à mon fils. Mais le ton d'urgence dans sa voix, la façon dont ses yeux m'ont fixé, a fait quelque chose s'effondrer en moi. Dans cette boîte se trouvaient des objets que je reconnaîtrais n'importe où dans le monde. La montre à gousset du grand-père d'Olivier, celle qu'il portait toujours sur lui et que mon mari avait laissée en héritage à notre fils unique. L'alliance d'Olivier, avec la gravure intérieure déjà effacée par le temps mais que je connaissais par cœur, pour toujours, Olivier et Maëlle. Et au fond, enveloppée dans du papier fin, une enveloppe scellée avec un symbole étrange que je n'avais jamais vu. J'ai senti mes mains trembler, parce que ces objets ne devaient pas être là. Ils ne devaient pas être avec moi. Ils devaient être avec Olivier, où qu'il soit. Je m'appelle Séraphine Vauclerin. J'ai 69 ans, je suis veuve depuis 12 ans, et pendant les 7 dernières années, j'ai vécu en croyant que mon fils travaillait hors de France. Des contrats à l'étranger, selon Maëlle, ma belle-fille. Des endroits lointains, communications difficiles, agenda serré. J'ai accepté cette version parce que c'était la seule que j'avais. Mais ce matin-là, avec ce colis entre les mains et le vent froid d'octobre soufflant par la fenêtre de ma petite maison à Lyon, j'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait peut-être jamais eu de contrat. Peut-être n'y avait-il jamais eu de voyage. Et peut-être que mon fils n'était jamais parti d'ici. Un homme a frappé à ma porte à 7h30 du matin en tenant un colis brun sans expéditeur. Tout a commencé à s'effondrer 7 ans auparavant, quand Olivier m'a dit qu'il avait obtenu une opportunité professionnelle incroyable. Il était enthousiaste, ses yeux brillaient, les mots sortaient rapidement. Maëlle était à ses côtés, souriant de cette manière contenue qui lui était caractéristique. Elle tenait la main d'Olivier fermement, comme si elle voulait s'assurer qu'il ne changerait pas d'avis. Il m'a expliqué que ce serait un contrat de longue durée, peut-être quelques années, avec possibilité de renouvellement. Il a dit que la communication serait difficile pour des raisons de confidentialité professionnelle, mais que je n'avais pas à m'inquiéter. Maëlle s'occuperait de tout, me tiendrait informée, serait le pont entre nous. J'ai serré mon fils dans mes bras ce jour-là en croyant que je faisais ce qu'il fallait en le soutenant, en croyant qu'il reviendrait, en croyant que ce ne serait pas un adieu définitif. Les premiers mois ont été difficiles, mais supportables. Maëlle m'appelait de temps en temps, toujours avec le même message. « Olivier va bien, il est occupé, il t'embrasse. » Je demandais si je pouvais lui parler, s'il y avait un moyen de l'entendre, ne serait-ce que quelques minutes. Elle avait toujours une excuse, décalage horaire, réunions importantes, manque de signal. J'acceptais parce que je n'avais pas le choix, parce que questionner signifierait admettre que quelque chose n'allait pas, et je n'étais pas prête pour cela. Avec le temps, les appels de Maëlle sont devenus plus espacés. D'une fois par mois à une fois tous les 3 mois, puis une fois par semestre, jusqu'à ce qu'il cesse, pratiquement. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle répondait rarement, et quand elle répondait, c'était bref, froid, pressé. Toujours la même histoire. Olivier allait bien, il travaillait, il ne pouvait pas parler. J'ai commencé à envoyer des messages. J'envoyais de longs textes, demandant comment il allait, s'il mangeait bien, s'il avait le mal du pays. Les réponses de Maëlle étaient courtes, génériques, comme si elle répondait automatiquement. « Il va très bien. Il t'embrasse. Il est concentré sur son travail. Aucune photo, aucun appel vidéo, aucune preuve qu'il était vraiment de l'autre côté de la ligne. » J'ai commencé à ressentir un vide croissant, une angoisse que je ne pouvais pas nommer. Mais j'ai continué à attendre, parce que c'était tout ce qu'il me restait. La solitude s'est installée lentement. Mon mari, Michel, était mort d'une crise cardiaque soudaine quand Olivier n'avait que 28 ans. Je me souviens comment Olivier était dévasté, comment il a tenu ma main pendant les funérailles et m'a promis
qu'il ne me laisserait jamais seule. Il a tenu cette promesse pendant des années, me rendant visite chaque fois qu'il le pouvait, appelant chaque semaine, s'assurant d'être présent aux dates importantes. Jusqu'à ce qu'il rencontre Maëlle. Au début, je l'aimais bien. Elle était polie, réservée, semblait vraiment intéressée par Olivier. Mais avec le temps, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose en elle que je ne pouvais pas déchiffrer. Une froideur dans les yeux, une manière calculée de parler, comme si chaque mot était mesuré avant d'être dit. Quand Olivier m'a dit qu'il allait l'épouser, j'ai souri et donné ma bénédiction. Mais au fond, j'ai senti un serrement dans la poitrine. Quelque chose me disait que Maëlle n'était pas ce qu'elle semblait être, qu'il y avait des couches en elle que je n'atteindrais jamais. Malgré tout, j'ai tu mon intuition. Parce qu'Olivier était heureux, et je ne voulais pas être la mère qui interfère, qui questionne, qui étouffe. Alors j'ai accepté Maëlle comme membre de la famille, croyant que le temps me ferait mieux la comprendre. Mais après le départ d'Olivier, Maëlle a changé. Pas de façon abrupte, mais graduelle, presque imperceptible. Elle a cessé de me rendre visite, elle a cessé de m'appeler. Quand j'insistais pour en savoir plus sur Olivier, elle devenait irritée, impatiente, comme si mes questions étaient une gêne. Je me sentais coupable d'insister, de paraître une mère surprotectrice et envahissante. Alors je me suis retirée. J'ai arrêté de poser des questions. J'ai arrêté d'insister. Et je me suis résignée au silence. Pendant ces 7 années, j'ai vécu dans une sorte de suspension. Je me réveillais chaque matin en attendant un appel qui n'arrivait jamais. Je regardais le téléphone des dizaines de fois par jour, imaginant que peut-être cette fois il sonnerait, et ce serait Olivier de l'autre côté. Mais les jours passaient, et rien ne changeait. Je me suis habituée à l'absence, à la douleur constante de ne pas savoir où était mon fils, de ne pas entendre sa voix, de ne pas pouvoir l'embrasser. Je me suis habituée parce que c'était ça ou devenir folle. Ma routine est devenue mécanique. Je me levais tôt, préparais du café, marchais jusqu'à la boulangerie du coin pour acheter du pain frais. Je saluais les voisins, échangeais quelques mots sur le temps, sur les nouvelles du jour. Je rentrais à la maison, nettoyais, cuisinais, regardais la télévision. Tout en pilote automatique, comme si je survivais seulement, ne vivais pas. Mes amis essayaient de me faire sortir, m'invitaient à déjeuner, à des promenades. Mais je trouvais toujours une excuse. Parce que sortir signifiait accepter que la vie continuait. Et je ne voulais pas que la vie continue sans Olivier. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré seule dans ma chambre, tenant sa photo quand il était enfant, celle où il sourit avec ses 2 dents de devant manquantes. Il y a eu des jours où je suis restée des heures assise sur la chaise du salon, regardant dans le vide, incapable de faire quoi que ce soit. La douleur était physique, une pression constante dans la poitrine qui ne s'apaisait jamais. Mais je n'en parlais à personne. Parce que les gens ne comprennent pas ce genre de perte. La perte de quelqu'un qui est encore vivant, mais qui a été arraché de votre vie comme s'il n'avait jamais existé. J'ai commencé à me remettre en question. Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je été une mauvaise mère? Olivier s'est-il éloigné parce que je l'ai étouffé? Parce que j'ai trop exigé? Parce que je n'ai pas su donner d'espace? Ces questions me tourmentaient, rongeaient ma paix, me faisaient douter de chaque souvenir que j'avais de lui. Mais au fond, je savais que ce n'était pas ça. Olivier m'aimait. J'en étais certaine. Le problème n'était pas en moi. Le problème était dans quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. Et puis, ce matin d'octobre, avec ce colis entre les mains, tout a commencé à prendre sens. Ou plutôt, rien n'avait de sens. Mais pour la première fois, j'avais une preuve concrète que quelque chose était profondément faux. Je me suis assise à la table de la cuisine, le colis devant moi, et j'ai respiré profondément. Mes mains tremblaient en défaisant la ficelle. À l'intérieur, comme je l'ai dit, se trouvaient la montre, l'alliance et l'enveloppe. J'ai pris d'abord la montre, senti son poids dans ma paume, entendu le tic-tac doux qui me calmait toujours quand j'étais plus jeune. Cette montre appartenait à mon beau-père et passait à Michel, puis à Olivier. C'était un héritage familial, quelque chose qu'Olivier n'abandonnerait jamais de son plein gré. L'alliance était froide au toucher. Je l'ai tournée entre mes doigts, essayant de lire l'inscription intérieure, mais le temps avait presque tout effacé.
Même ainsi, je savais ce qui était écrit. J'étais là le jour où Olivier l'a commandé. J'ai aidé à choisir la gravure. J'ai vu le bonheur dans ses yeux quand il l'a mise au doigt de Maëlle. Comment cette alliance était-elle ici? Pourquoi Olivier s'en séparerait-il? Pourquoi quelqu'un me l'enverrait-il? J'ai pris l'enveloppe en dernier. Elle était lourde, faite d'un papier épais, de qualité. Le sceau avait un symbole que je ne reconnaissais pas, une sorte de blason avec des lettres entrelacées. J'ai rompu le sceau avec précaution et sorti le contenu. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier pliée et une petite clé USB. J'ai ouvert d'abord la feuille. C'était un message court, écrit à la main, avec une calligraphie ferme et angulaire. « Séraphine, ce que vous croyez sur votre fils est un mensonge. Il n'a jamais quitté la France. Écoutez l'enregistrement. Ensuite, décidez si vous voulez connaître la vérité ou continuer à vivre dans l'illusion. Mais sachez que le temps s'épuise. » Mon cœur s'est emballé. J'ai lu le message 3 fois, essayant de traiter chaque mot. Olivier n'a jamais quitté la France. Comment ça? Où était-il alors? Pourquoi Maëlle m'a-t-elle menti pendant toutes ces années? Et qui était la personne qui avait envoyé ce colis? J'ai pris la clé USB avec des mains tremblantes et l'ai regardée comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Une partie de moi voulait la jeter à la poubelle, faire comme si rien de tout cela n'arrivait, retourner à la sécurité de ma routine vide. Mais l'autre partie, celle qui a toujours su que quelque chose n'allait pas, me poussait à découvrir la vérité. Je me suis levée, suis allée au salon et ai allumé mon vieil ordinateur. J'ai attendu que le système démarre, chaque seconde semblant une éternité. J'ai inséré la clé USB et un seul fichier est apparu à l'écran. Pour maman, MP3. J'ai double-cliqué et la voix d'Olivier a rempli le silence du salon. Je ne l'avais pas entendue depuis 7 ans. 7 longues années sans écouter cette voix que je connaissais mieux que la mienne. Et maintenant, il était là, me parlant directement, comme s'il était à mes côtés. Mais il y avait quelque chose de différent. Sa voix était contrôlée, tendue, chargée d'un poids que je n'avais jamais perçu auparavant. « Maman, si tu écoutes ceci, c'est parce que quelqu'un a réussi à te trouver. Je ne sais pas quand cela arrivera, ni si cela arrivera, mais je devais laisser ce message. Je devais que tu connaisses la vérité, même s'il est trop tard pour moi. Maman, je n'ai jamais quitté la France. Je n'ai jamais eu de contrat à l'étranger. Tout cela était un mensonge. Un mensonge que j'ai été forcée d'accepter. Un mensonge qui m'a emprisonnée. J'ai commis une erreur, maman. Une erreur terrible qui a tout changé. Et maintenant, je paie pour cela d'une façon que tu ne peux pas imaginer. » Sa voix a failli pendant un instant, et je pouvais entendre le son de sa respiration lourde, comme s'il luttait pour continuer. « Il existe un endroit, maman. Un endroit que personne ne connaît. Où des gens comme moi sont maintenus, vivants, mais invisibles. Je ne peux pas en dire beaucoup, parce qu'ils écoutent toujours, surveillent toujours. Mais tu dois savoir que je n'ai jamais voulu te quitter. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je voulais juste te protéger, protéger notre famille, mais les choses ont échappé à tout contrôle. Et maintenant? Maintenant, je ne sais pas si je vais réussir à sortir d'ici. Si tu écoutes ceci, cherche un homme nommé Armand Vélis. Il sait tout. Il peut te raconter ce qui s'est passé, pourquoi je suis ici, pourquoi Maëlle a fait ce qu'elle a fait. Mais sois prudente, maman. Ces gens ne plaisantent pas. Ils ne permettent pas que les secrets soient révélés. Si tu décides de chercher la vérité, sache que tu pourrais mettre ta vie en danger. Mais si tu ne le fais pas, je vais continuer ici, oubliée, comme si je n'avais jamais existé. Je t'aime, maman, je t'ai toujours aimée, et je suis désolée pour tout. L'enregistrement s'est terminé, et je suis restée là, paralysée, avec des larmes coulant sur mon visage, incapable de traiter ce que je venais d'entendre. Mon fils était vivant. Il était quelque part en France, prisonnier, maintenu contre sa volonté, et je n'en avais aucune idée. Maëlle savait. Elle avait toujours su. Et elle m'avait laissé vivre ces 7 années en croyant à un mensonge. La douleur que j'ai ressentie à ce moment était indescriptible. C'était comme si ma poitrine avait été déchirée en 2, comme si chaque cellule de mon corps criait de désespoir. Mais avec la douleur est venu quelque chose de plus fort, la colère. Une colère profonde, viscérale, qui brûlait de l'intérieur. Comment avait-elle pu me faire ça?
Comment avait-elle pu m'enlever mon fils et faire comme si tout allait bien? J'ai pris le téléphone et composé le numéro de Maëlle. Elle n'a pas répondu. J'ai appelé à nouveau. Encore. À la 5e tentative, elle a finalement répondu, avec cette voix froide et distante que je connaissais si bien. « Séraphine, qu'y a-t-il? Je suis occupée. » J'ai respiré profondément, essayant de contrôler la fureur qui menaçait d'exploser. « Où est Olivier, Maëlle ?» Il y a eu une longue pause de l'autre côté de la ligne. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix avait changé. Elle était tendue, prudente. « Il travaille, comme toujours. Pourquoi poses-tu cette question maintenant? Ne me mens pas. » Ma voix est sortie plus forte que je ne l'avais prévu. « Je sais qu'il n'a jamais quitté la France. Je sais que tu m'as menti pendant toutes ces années. Où est-il, Maëlle? Qu'as-tu fait à mon fils? » Le silence qui a suivi était assourdissant. Et puis, elle a raccroché. Si vous, qui m'écoutez maintenant, avez déjà vécu la douleur de perdre quelqu'un que vous aimez, alors vous comprenez un peu ce que j'ai ressenti à ce moment. Mais si vous avez encore vos enfants près de vous, vos proches à portée de main, serrez-les dans vos bras. Serrez fort, parce que la vie peut changer en un instant, et parfois, nous n'avons pas de seconde chance. Je pensais avoir perdu mon fils pour le travail, pour la distance, pour les choix qu'il avait faits. Mais j'ai découvert que je l'avais perdu pour quelque chose de bien pire. Pour un mensonge soigneusement construit, pour des gens qui l'ont gardé prisonnier, invisible, comme s'il n'avait pas d'importance. Et maintenant, tout ce que je veux, c'est le ramener. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer. Parce qu'une mère n'abandonne jamais son enfant. Jamais. Si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, si vous ressentez la même angoisse que j'ai ressentie, laissez un commentaire disant d'où vous regardez. Savoir que je ne suis pas seule dans ce voyage fait toute la différence. Et si vous voulez continuer à suivre, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre, parce qu'il y a encore beaucoup à révéler et vous ne voudrez pas le manquer. Après avoir raccroché avec Maëlle, je restais figée dans ma cuisine, le téléphone encore serré dans ma main tremblante. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Maëlle avait raccroché. Elle n'avait même pas essayé de nier, de m'expliquer, de me rassurer. Elle avait simplement coupé la communication, comme si ma douleur ne comptait pas, comme si mes questions étaient une nuisance qu'elle pouvait ignorer. Cette réaction me confirma ce que je craignais le plus. Elle savait exactement où était Olivier et elle avait participé activement à son effacement. Je me laissais tomber sur une chaise, les jambes flageolantes, incapable de tenir debout plus longtemps. Les mots d'Olivier résonnaient encore dans ma tête. « Cherche Armand Vélis. Il sait tout. » Qui était cet homme? Pourquoi Olivier me dirigeait-il vers lui? Et surtout, comment allais-je le trouver? Je n'avais aucune piste, aucun numéro, aucune adresse. Juste un nom qui semblait porter en lui toute la clé du mystère. Je me levai lentement et retournai à mon ordinateur. Tapai Armand Vélis dans le moteur de recherche et appuyai sur Entrée. Les résultats furent étrangement limités. Quelques mentions dans des articles anciens de journaux locaux, toujours en lien avec des institutions privées, des fondations caritatives, des dons importants à des causes sociales, mais rien de concret, rien qui me permette de comprendre qui il était vraiment. Les photos étaient rares, floues, comme si cet homme avait délibérément évité d'être visible. Sur l'une d'elles, prise lors d'une cérémonie de remise de prix, je distinguais un homme d'une 60aine d'années, aux traits durs, au regard perçant, vêtu d'un costume impeccable. Il souriait, mais son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Je continuais à chercher, cliquant sur chaque lien, lisant chaque article, espérant trouver quelque chose qui m'indiquerait où le trouver. C'est alors que je tombais sur un ancien article datant de 15 ans, publié dans un quotidien régional. L'article parlait d'une institution privée appelée la Résidence Saint-Clair, située dans les environs de Lyon, qui accueillait des personnes en difficulté, des gens qui avaient besoin de se reconstruire loin des regards. L'article mentionnait qu'Armand Vélis en était le directeur et le principal financier. Mais ce qui attira vraiment mon attention fut la phrase suivante. La résidence Saint-Clair opère dans la plus grande discrétion, refusant systématiquement les visites non autorisées et les interviews de la presse. Mon sang se glaça.
Une institution qui refusait les visites. Une institution dirigée par l'homme qu'Olivier m'avait dit de chercher. Était-ce là qu'il se trouvait? Était-ce là qu'on l'avait maintenu pendant toutes ces années? Je notais l'adresse mentionnée dans l'article et décidai que j'irais là-bas dès le lendemain matin. Mais avant cela, je devais en savoir plus. Je passais le reste de la journée à fouiller sur Internet, à lire tout ce que je pouvais trouver sur Armand Vélis et sur la résidence Sinclair. Plus je lisais, plus je réalisais à quel point cet endroit était étrange. Il n'y avait pratiquement aucune information publique à son sujet, aucune liste de résidents, aucun témoignage de personnes y ayant séjourné. C'était comme si l'endroit existait dans une zone grise, à mi-chemin entre le légal et l'illégal, protégé par des murs de silence et de secret. En fin d'après-midi, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Hésitai un instant avant de répondre, mais quelque chose me poussa à décrocher. « Madame Vauclerin ?» demanda une voix masculine, grave et posée. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous ? Je suis celui qui vous a apporté le colis ce matin. Je ne peux pas vous dire mon nom, mais je peux vous dire que je connais votre fils. Je travaillais à la résidence Sinclair jusqu'à il y a 2 mois. J'ai quitté cet endroit parce que je ne pouvais plus supporter ce qui s'y passait. Olivier m'a donné ce colis il y a longtemps, en me faisant promettre que si quelque chose lui arrivait, je le remettrais à vous. » Mon cœur bondit dans ma poitrine. « Vous connaissez Olivier ? Vous l'avez vu ? Comment va-t-il ? » L'homme soupira longuement. « Il va aussi bien que quelqu'un peut aller dans sa situation. Mais Madame Vauclerin, vous devez comprendre une chose. La résidence Sinclair n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est un endroit où des gens disparaissent. Pas physiquement, mais socialement. Ils sont maintenus là-bas, coupés du monde extérieur sous prétexte de les protéger ou de les aider à se reconstruire. Mais la vérité, c'est qu'ils sont prisonniers. Et Olivier fait partie de ces prisonniers. Je sentis mes jambes se dérober sous moi. Pourquoi ? Pourquoi mon fils est-il là-bas ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne peux pas tout vous dire au téléphone. C'est trop dangereux. Mais sachez que votre fils a été témoin de quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Quelque chose qui implique des personnes très puissantes, des gens qui ne peuvent pas se permettre que certaines vérités soient révélées. Alors ils l'ont fait taire, pas en le tuant, mais en l'effaçant, en le gardant vivant, mais invisible. Et Maëlle, elle sait tout ça. Et une autre long silence. Maëlle n'est pas celle que vous croyez, Madame Vauclerin. Elle n'a jamais été celle que vous croyez. Avant que je puisse poser une autre question, il raccrocha. Je restais là, le téléphone à la main, submergé par un mélange de terreur et de détermination. Mon fils était vivant. Il était prisonnier quelque part dans cette institution, maintenu contre son gré, effacé de l'existence. Et Maëlle, la femme qu'il avait épousée, la femme en qui j'avais fait confiance, était complice de tout cela. Le lendemain matin, je me levai avant l'aube. Je m'habillais avec soin, comme si me préparer correctement pouvait me donner la force dont j'avais besoin. Je pris le bus jusqu'à la périphérie de Lyon, puis un taxi pour le reste du trajet. La résidence Sinclair était située dans une zone isolée, entourée de forêts et de collines. Le bâtiment principal était imposant, construit en pierre grise, avec de hautes fenêtres étroites qui ressemblaient davantage à des meurtrières qu'à des ouvertures accueillantes. Un portail en fer forgé marquait l'entrée, flanqué de caméras de surveillance. Je m'approchai du portail et appuyai sur l'interphone. Une voix féminine, froide et impersonnelle, répondit après quelques secondes. « Oui ? Bonjour, je voudrais parler à monsieur Armand Vélis. Avez-vous rendez-vous ? Non, mais c'est urgent. C'est au sujet de mon fils, Olivier Vauclerin. Un silence. Puis, un instant, s'il vous plaît. » J'attendis, le cœur battant, les yeux fixés sur le bâtiment au loin. Plusieurs minutes passèrent. Puis, la voix revint. « Madame Vauclerin, monsieur Vélis accepte de vous recevoir. Veuillez entrer. » Le portail s'ouvrit lentement, avec un grincement métallique. Je franchis le seuil, sentant chaque pas me rapprocher de la vérité, mais aussi d'un danger que je ne comprenais pas encore totalement. Le chemin jusqu'au bâtiment principal était bordé d'arbres nus, leurs branches noires se découpant contre le ciel gris. L'atmosphère était oppressante, chargée d'une tension palpable. À l'entrée du bâtiment, une femme m'attendait.
Elle était vêtue d'un tailleur sombre, les cheveux tirés en arrière, le visage dénué d'expression. Elle me fit signe de la suivre sans un mot. Nous traversâmes un long couloir aux murs blancs, éclairé par des néons froids. Tout était impeccablement propre, mais il y avait quelque chose de stérile, de déshumanisant dans cet endroit. Nous arrivâmes enfin devant une porte en bois massif. La femme frappa 2 coups, puis ouvrit. « Madame Vauclerain !» annonça-t-elle avant de s'éclipser. J'entrai dans le bureau. C'était une pièce spacieuse, meublée avec goût, dominée par un grand bureau en acajou. Derrière ce bureau se tenait Armand Vélis. Il se leva lorsque j'entrai, m'offrant un sourire poli mais distant. « Madame Vauclerain, c'est un plaisir de vous rencontrer. Asseyez-vous, je vous en prie. » Je m'assis sur la chaise face à lui, mes mains crispées sur mon sac. Il se rassit également, croisant les mains devant lui, m'observant avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. « Vous êtes ici au sujet de votre fils, n'est-ce pas ? » « Oui, je sais qu'il est ici. Je sais qu'il n'a jamais quitté la France. Je veux le voir. » Armand Vélis inclina légèrement la tête, comme s'il réfléchissait à ma demande. « Madame Vauclerain, je comprends votre inquiétude. Vraiment. Mais les choses ne sont pas aussi simples que vous le pensez. Votre fils est ici de son plein gré. » « De son plein gré ?» Ma voix monta d'un cran. Il m'a laissé un message dans lequel il dit qu'il est prisonnier. Il dit qu'il a été forcé. Votre fils traverse une période difficile. Il a commis certaines erreurs de jugement. Nous l'aidons à se reconstruire, à retrouver un équilibre. Mais cela prend du temps. Et cela nécessite qu'il soit protégé du monde extérieur, y compris de sa propre famille, pour éviter toute pression ou influence négative. Je le fixais, incrédule. Vous êtes en train de me dire que vous le gardez ici contre son gré pour son propre bien ? Je suis en train de vous dire que votre fils a accepté d'être ici. Il a signé des documents. Il a consenti à tout cela. Si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer sa signature. Il ouvrit un tiroir et en sortit une chemise qu'il posa devant moi. À l'intérieur, plusieurs documents, tous signés de la main d'Olivier. Je les parcourus rapidement, les mots se brouillant devant mes yeux. Consentement volontaire. Renonciation aux contacts extérieurs. Engagement de confidentialité. Et tout était là, noir sur blanc, avec la signature de mon fils. Mais quelque chose clochait. Je connaissais l'écriture d'Olivier, et bien que ses signatures lui ressemblent, il y avait quelque chose de légèrement différent, de forcé, comme si elles avaient été tracées sous contrainte. Je ne crois pas que mon fils ait signé cela de son plein gré, dis-je fermement. Armand Vélis sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire calculé, celui de quelqu'un qui sait qu'il a le contrôle de la situation. « Madame Vauclerain, je comprends que c'est difficile pour vous, mais vous devez accepter la réalité. Votre fils a fait des choix qui ont des conséquences, et maintenant, il doit vivre avec ces conséquences. Je vous conseille de rentrer chez vous et de continuer votre vie. Olivier est entre de bonnes mains. » « Je veux le voir, insistai-je, ma voix tremblant de rage et de désespoir. J'ai le droit de voir mon fils. Je crains que ce ne soit pas possible. Les visites ne sont pas autorisées sans l'accord préalable du résident. Et Olivier a expressément demandé à ne recevoir aucune visite. Ah, je me levai brusquement, renversant presque ma chaise. Vous mentez, vous le gardez prisonnier et vous me dites qu'il ne veut pas me voir. Je sais que c'est faux. Armand Vélis se leva également, son expression durcissant. « Madame Vauclerain, je vais devoir vous demander de partir. Si vous continuez à faire des allégations infondées, je serai obligé de contacter les autorités. »« Les autorités ? Vous croyez que j'ai peur des autorités ? Allez-y, appelez-les. Peut-être qu'elles seront intéressées de savoir ce qui se passe vraiment ici. » Il me fixa longuement, et pour la première fois, je vis une lueur de quelque chose dans ses yeux. De la colère ? De la menace ? Je ne savais pas. Mais cela me fit frissonner. Rentrez chez vous, Madame Vauclerain. Pour votre propre bien. Je sortis de ce bureau en tremblant, traversai le couloir d'un pas rapide, franchis le portail qui se referma derrière moi avec un claquement sinistre. Je marchais jusqu'à la route principale, les larmes coulant librement sur mes joues. J'avais échoué. Je n'avais pas pu voir Olivier. Je n'avais même pas pu confirmer qu'il était vraiment là. Mais je savais une chose avec certitude. Armand Vélis mentait.
et j'allais découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. De retour chez moi, je m'effondrais sur mon canapé, épuisé physiquement et émotionnellement. La rencontre avec Armand Vélis m'avait laissé vidé, mais aussi plus déterminé que jamais. Je savais maintenant où Olivier se trouvait. Je savais qu'il était retenu contre son gré, malgré ce que prétendait Vélis. Mais comment pouvais-je le prouver? Comment pouvais-je le sortir de là? Je repensais à l'homme qui m'avait appelé, celui qui avait travaillé à la résidence Saint-Clair. Il avait dit qu'il ne pouvait pas tout me dire au téléphone. Peut-être pouvait-il me rencontrer en personne? Peut-être avait-il des preuves, des documents, quelque chose qui pourrait m'aider? Je tentais de rappeler le numéro d'où il avait appelé, mais cela tombait directement sur une messagerie générique. Frustrant. Il avait disparu aussi soudainement qu'il était apparu. Mais peut-être reviendrait-il? Peut-être surveillait-il mes actions, attendant le bon moment pour me recontacter? Le soir même, alors que j'étais assise à ma table de cuisine, essayant de rassembler mes pensées, j'entendis frapper à ma porte. Mon cœur fit un bond. Était-il venu me menacer? Était-ce Maël, venu m'expliquer? Ou plutôt me mentir à nouveau? J'ouvris prudemment. C'était l'homme du paquet, celui qui m'avait appelé. Il se tenait là, le visage marqué par la fatigue, regardant nerveusement autour de lui. « Je ne peux pas rester longtemps, » dit-il rapidement en entrant. « Mais je devais vous voir. Vous êtes allé à la résidence aujourd'hui, n'est-ce pas? »« Oui. Comment le savez-vous? » J'ai encore des contacts là-bas. Des gens qui pensent comme moi, qui veulent que la vérité éclate. Ils m'ont dit que vous aviez rencontré Vélis et que vous n'avez pas pu voir Olivier. Il a refusé. Il a dit qu'Olivier ne voulait pas me voir, qu'il était là de son plein gré. L'homme secoua la tête. C'est un mensonge. Votre fils n'a jamais eu le choix. Il y a 7 ans, Olivier a découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Il travaillait à l'époque pour une entreprise de conseil financier qui faisait des audits pour diverses organisations. L'une de ces organisations était justement la résidence Saint-Clair. En examinant les comptes, Olivier a remarqué des irrégularités majeures. De l'argent qui disparaissait, des donations qui ne correspondaient à aucune activité réelle, des transferts vers des comptes offshore. Il a commencé à poser des questions, à creuser plus profondément. Je l'écoutais, suspendu à ses lèvres. Tout commençait à prendre sens. Un jour, Olivier est tombé sur des documents confidentiels. Des documents qui prouvaient que la résidence Saint-Clair servait de couverture à quelque chose de beaucoup plus sombre. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de contrôle. Des personnes gênantes, des témoins encombrants, des gens qui savaient trop de choses étaient placés là-bas sous divers prétextes, troubles mentaux, dépression, besoin de protection. Mais en réalité, ils étaient maintenus là pour être réduits au silence. « Mon Dieu !» murmurai-je horrifié. Olivier a compris qu'il était en danger. Il a essayé de rassembler des preuves, de contacter des journalistes, des autorités. Mais avant qu'il puisse agir, ils l'ont tué. Ils ont utilisé Maël pour le piéger. Maël? Comment? L'homme hésita, comme s'il mesurait ce qu'il s'apprêtait à me révéler. Maël ne travaillait pas dans le secteur qu'elle prétendait. Elle était employée par une agence de sécurité privée, liée à Armand Vélis. Sa rencontre avec Olivier n'était pas un hasard. Elle a été envoyée pour le surveiller, pour gagner sa confiance, pour devenir si proche de lui qu'il ne se douterait de rien. Et ça a marché. Ils se sont mariés. Elle était aux premières loges pour observer chaque mouvement d'Olivier. Je sentis mon estomac se retourner. Vous êtes en train de me dire que leur mariage était une mise en scène? Pas entièrement. Je pense que Maël a développé de vrais sentiments pour Olivier au début. Mais elle avait une mission. Et quand Olivier a découvert la vérité sur la résidence, elle a dû choisir entre lui et son employeur. Elle a choisi son employeur. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas simplement le faire disparaître pour de bon? Parce que le tuer aurait attiré l'attention. Une enquête aurait pu révéler ce qu'ils savaient. Alors ils ont opté pour une solution plus subtile, l'effacer socialement. Ils l'ont placé à la résidence sous un faux prétexte, ont fabriqué des documents le faisant passer pour un patient volontaire et ont coupé tous ses liens avec le monde extérieur. Pour le monde, Olivier Vauclerin travaillait à l'étranger. En réalité, il était prisonnier à quelques kilomètres de chez vous. Les larmes coulaient librement sur mon visage maintenant.
Tout ce temps, Olivier avait été si proche, et je n'avais rien fait. J'avais cru à leurs mensonges, j'avais accepté leur version des faits. « Comment puis-je le sortir de là ?» demandai-je, ma voix brisée par l'émotion. « C'est compliqué, la résidence est surveillée en permanence. Toute tentative de fuite est immédiatement détectée. Et même si vous réussissiez à le faire sortir, où iriez-vous ? Vélis a des contacts partout, la police, les autorités locales, même certains juges. Il a construit un réseau de protection autour de ses activités. Dénoncer cela publiquement sans preuve solide ne ferait que vous mettre en danger, vous et Olivier. Alors quoi, je suis censée abandonner ? Non, mais vous devez être intelligente. Vous devez rassembler des preuves irréfutables avant d'agir. Et pour cela, vous aurez besoin d'aide. Quel genre d'aide ? Il y a une journaliste d'investigation, Élise Marchand. Elle travaille pour un média indépendant et elle enquête sur des affaires de corruption depuis des années. Elle a déjà entendu parler de la résidence Sinclair, mais elle n'a jamais pu obtenir assez de preuves pour publier quoi que ce soit. Si vous lui apportez votre témoignage, les documents que je peux vous fournir, et si elle réussit à interviewer d'autres anciens employés comme moi, peut-être que nous pourrons faire éclater la vérité. Vous avez des documents ? Il sortit de sa veste une clé USB qu'il me tendit. Tout est là-dedans. Des enregistrements, des relevés bancaires, des témoignages. Gardez-la précieusement. Ne la montrez à personne d'autre qu'à Élise Marchand. Et soyez prudente. Si Vélis apprend que vous avez ça, il ne reculera devant rien pour vous arrêter. Il se leva, s'apprêtant à partir. Je le retins par le bras. Attendez, pourquoi faites-vous tout ça ? Pourquoi prenez-vous ce risque ? Il me regarda avec une tristesse profonde. Parce que j'ai un fils, moi aussi. Et si j'étais à votre place, j'espérerais que quelqu'un aurait le courage de m'aider. Votre fils est quelqu'un de bien, Madame Vauclerin. Il ne mérite pas ce qui lui arrive. Puis il partit, disparaissant dans la nuit. Je restais là, la clé USB serrée dans ma main, sentant le poids de ce qu'elle contenait. C'était ma seule chance, ma seule opportunité de ramener Olivier à la maison. Le lendemain, je contactai Élise Marchand. Elle accepta de me rencontrer dans un café discret en périphérie de la ville. C'était une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux courts et aux yeux perçants. Elle m'écouta attentivement pendant que je lui racontais tout. Le paquet, l'aggravation d'Olivier, ma visite à la résidence, les révélations de l'ancien employé. Quand j'eus terminé, elle resta silencieuse un long moment, réfléchissant. « Vous savez que ce que vous me demandez est extrêmement dangereux, n'est-ce pas ?» dit-elle finalement. « Armand Vélis n'est pas quelqu'un qu'on défie impunément. Il a détruit des carrières, ruiné des vies. Et si ce que vous me dites est vrai, il ne reculera devant rien pour protéger ses secrets. Je sais, mais je n'ai pas le choix. Mon fils est là-bas et je ne peux pas le laisser. » Elle hocha la tête lentement. « D'accord, je vais examiner les documents sur cette clé USB. Si je trouve assez de preuves solides, je publierai l'article. Mais cela prendra du temps. Et vous devrez rester discrète. Ne parlez de ça à personne. Surtout pas à Maëlle. » Maëlle. Je serrai les dents en prononçant son nom. Je ne lui ai pas reparlé depuis notre dernière conversation. Elle sait que je suis au courant. Alors, elle est probablement en train de tout faire pour couvrir ses traces. Soyez vigilante. Ne sortez pas seule la nuit. Verrouillez vos portes. Et si quelque chose d'étrange se produit, contactez-moi immédiatement. Je rentrais chez moi ce soir-là avec un mélange d'espoir et de peur. Élise Marchand était ma meilleure chance de sauver Olivier. Mais combien de temps cela prendrait-il ? Et Olivier tiendrait-il jusque-là ? Les jours suivants furent une torture. Je restais cloîtrée chez moi, sursautant au moindre bruit, vérifiant compulsivement mon téléphone dans l'espoir d'un message d'Élise. Mais rien. Le silence était assourdissant. Une semaine plus tard, je reçus un appel de Maëlle. Mon sang se figea quand je vis son nom s'afficher sur l'écran. J'hésitai, puis répondis. « Séraphine, nous devons parler, » dit-elle, sa voix inhabituellement calme. « Je n'ai rien à te dire. S'il te plaît, écoute-moi juste une minute. Je sais que tu es en colère, je sais que tu penses que je t'ai trahi, mais tu ne connais pas toute l'histoire. Alors raconte-moi. » Un long soupir. « Pas au téléphone. Retrouvons-nous quelque part. Je t'expliquerai tout, je te promets. » Chaque fibre de mon être me criait de refuser, mais une petite partie de moi, une partie qui voulait désespérément comprendre, accepta.
D'accord. Où? Au parc près de chez toi. Demain à 15h. Elle raccrocha avant que je puisse changer d'avis. Je restais là, le téléphone à la main, me demandant si je venais de commettre une terrible erreur. Le lendemain, je me rendis au parc, comme convenu. L'automne avait vraiment installé ses couleurs maintenant. Les arbres étaient parés de rouge et d'or, et le vent froid me faisait frissonner malgré mon manteau épais. Je m'assis sur un banc, attendant Maëlle, le cœur battant d'appréhension. Qu'allait-elle me dire? Allait-elle essayer de me manipuler à nouveau? Ou y avait-il vraiment une part de vérité qu'elle voulait partager? Elle arriva quelques minutes plus tard, vêtue d'un imperméable sombre, les cheveux cachés sous un foulard. Elle avait l'air épuisée, vieillie, comme si les derniers jours l'avaient usée autant que moi. Elle s'assit à côté de moi, gardant une distance prudente. « Merci d'être venue », dit-elle doucement. Je ne répondis rien, me contentant de la fixer, attendant qu'elle parle. « Tu as raison », commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je t'ai menti. Pendant toutes ces années, je t'ai menti. Mais ce n'était pas par méchanceté. C'était pour protéger Olivier. » « Protéger Olivier ?» Ma voix était chargée d'incrédulité, en le gardant prisonnier. Ce n'est pas aussi simple que ça. Quand j'ai rencontré Olivier, je ne savais pas qui il était vraiment. On m'avait envoyé pour le surveiller, c'est vrai, mais je suis tombée amoureuse de lui, vraiment. Et quand il a découvert ce qui se passait à la résidence, j'ai essayé de le protéger. J'ai essayé de le convaincre d'abandonner, de laisser tomber, de ne pas creuser davantage. Mais il n'a pas voulu. Il était obsédé par l'idée de révéler la vérité. Elle s'arrêta, essuyant une larme qui coulait sur sa joue. Alors ils ont décidé de le neutraliser, et ils m'ont utilisé pour le faire. Ils m'ont dit que si je ne coopérais pas, ils le tueraient, vraiment. Alors j'ai fait ce qu'ils demandaient. J'ai aidé à le faire interner à la résidence. Je t'ai menti en te disant qu'il était parti travailler à l'étranger. Et pendant 7 ans, j'ai vécu avec cette culpabilité, cette douleur de savoir que j'avais trahi l'homme que j'aimais. Si tu l'aimais vraiment, tu l'aurais libéré, dis-je froidement. Tu crois que je n'ai pas essayé? Sa voix se brisa. Tu crois que je ne pense pas à lui chaque jour? Que je ne regrette pas chaque décision que j'ai prise? Mais Vélis a des gens partout. Si j'avais tenté de le sortir de là, il nous aurait trouvés. Il nous aurait tués tous les deux. Alors pourquoi me dis-tu tout ça maintenant? Elle me regarda droit dans les yeux. Parce que je sais que tu es en contact avec Élise Marchand. Je sais que tu essaies de faire éclater la vérité. Et je veux t'aider. Je la fixai méfiante. Pourquoi devrais-je te croire? Parce que j'ai des preuves, des documents que je cache depuis des années, des enregistrements de conversations entre Vélis et ses associés, des listes de personnes qui ont été internées illégalement à la résidence. Tout ce dont Élise a besoin pour publier son article. Mon cœur s'accéléra. Tu as vraiment tout ça? Elle hocha la tête. Oui, je les ai gardés comme une assurance au cas où Vélis déciderait de se débarrasser de moi aussi. Mais maintenant, je veux m'en servir pour libérer Olivier, pour réparer ce que j'ai détruit. Elle sortit de son sac une enveloppe épaisse qu'elle me tendit. Je l'ouvris avec précaution. À l'intérieur, des dizaines de pages, relevés bancaires, courriels imprimés, transcriptions d'enregistrements. Tout était là, les preuves dont nous avions besoin. « Donne ça à Élise », dit Maëlle, « et dis-lui de publier l'article dès que possible. Une fois que la vérité sera publique, Vélis ne pourra plus rien faire. Il sera obligé de libérer Olivier et tous les autres. » Je la regardais, cherchant dans ses yeux un signe de tromperie. Mais tout ce que je vis, c'était une femme brisée, rongée par la culpabilité, cherchant désespérément une forme de rédemption. « D'accord, dis-je finalement, je vais lui donner. Mais si tu me mens, si c'est un piège. » « Ce n'est pas un piège, je te le jure. » Elle se leva, s'apprêtant à partir. Mais avant qu'elle ne s'éloigne, je lui demandai une dernière chose. « Quand tout ça sera fini, quand Olivier sera libre, que comptes-tu faire ?» Elle me regarda avec une tristesse infinie. « Je ne sais pas si Olivier pourra un jour me pardonner, et je ne suis pas sûre de mériter son pardon. Mais au moins, il sera libre. Et c'est tout ce qui compte. » Puis, elle partit, me laissant seule sur ce banc, l'enveloppe serrée contre ma poitrine. Je rentrai immédiatement chez moi et appelai Élise Marchand.
Je lui racontais ma rencontre avec Maëlle et lui parlais des documents. Elle vint les chercher dans l'heure qui suivit, les yeux brillants d'excitation en les parcourant. « C'est exactement ce qu'il me fallait, » dit-elle. « Avec ça, je peux publier l'article demain. Ça va faire du bruit, beaucoup de bruit. » Le lendemain matin, l'article d'Élise Marchand fut publié en ligne. Le titre faisait froid dans le dos. La résidence Saint-Clair, prison dorée pour témoins gênants. L'article détaillait tout. Les irrégularités financières, les internements forcés, le rôle d'Armand Vélis, les complicités dans la police et la justice. Les preuves étaient irréfutables. En quelques heures, l'article fut repris par tous les médias nationaux. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des victimes commencèrent à témoigner publiquement. L'affaire prit une ampleur que personne n'avait anticipée. 2 jours plus tard, la police fit une descente à la résidence Saint-Clair. Armand Vélis fut arrêté, ainsi que plusieurs de ses complices. Et enfin, les portes de la résidence s'ouvrirent. Les résidents furent libérés, interrogés, pris en charge. Et parmi eux, il y avait Olivier. Je ne peux pas décrire ce que je ressentis quand je le revis. 7 ans. 7 longues années sans le voir, sans l'entendre, sans pouvoir le toucher. Et soudain, il était là, devant moi, amaigri, fatigué, mais vivant. Je courus vers lui et le serrai dans mes bras si fort que j'eus peur de le briser. Il pleura sur mon épaule et je pleurai aussi, libérant toute la douleur, toute l'angoisse, toute la souffrance accumulée pendant ces années de séparation. « Je suis désolé, maman », murmura-t-il entre 2 sanglots. « Je suis tellement désolé. Ne t'excuse pas. Tu n'as rien fait de mal. Tu es libre maintenant. C'est tout ce qui compte. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Olivier dut témoigner devant les autorités, participer à l'enquête, revivre les horreurs qu'il avait endurées. Mais il le fit avec courage, soutenu par moi, par Élise, et même, timidement, par Maëlle. Leur relation était compliquée, teintée de ressentiment et de trahison, mais aussi d'un amour qui n'avait jamais vraiment disparu. Je ne sais pas s'ils parviendront un jour à reconstruire ce qu'ils avaient, mais au moins, ils ont une chance maintenant. Une chance de se parler, de se comprendre, de peut-être se pardonner. Quant à moi, j'ai retrouvé mon fils, et c'est tout ce qui importe. Cette épreuve m'a appris que l'amour d'une mère est plus fort que tout, plus fort que les mensonges, plus fort que les murs de pierre, plus fort même que le temps. Quand on aime quelqu'un, on ne renonce jamais. On se bat, on cherche, on trouve. Et parfois, contre toute attente, on gagne. Aujourd'hui, Olivier et moi vivons ensemble dans ma petite maison de Lyon. Il se reconstruit lentement, réapprend à vivre librement, à faire confiance aux gens. Ce n'est pas facile. Les cicatrices sont profondes. Mais nous avançons, un jour à la fois, soutenus par l'amour qui nous unit. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à l'importance de ne jamais abandonner ceux qu'on aime, alors elle aura servi à quelque chose. Parce qu'au fond, c'est ça le message que je veux transmettre. Ne laissez jamais personne vous dire que quelqu'un est perdu. Ne laissez jamais les mensonges vous voler ce qui compte. Et surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une mère déterminée à retrouver son enfant. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une épreuve similaire, dites-lui qu'il n'est pas seul. Dites-lui qu'il y a toujours de l'espoir. Toujours. Vous êtes-vous déjà demandé combien de vérités restent enfouies simplement parce que nous avons peur de les chercher? Combien de silences nous acceptons par lassitude, par épuisement, ou parce que questionner nous semble plus douloureux que de continuer à vivre dans l'ignorance? Pendant 7 ans, j'ai vécu dans cette ignorance. J'ai accepté les excuses, avalé les mensonges, étouffé mes doutes. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, je me demande, si j'avais su plus tôt, si j'avais osé briser ce silence dès le début, combien de nuits mon fils aurait-il pu dormir libre? Combien d'années aurions-nous pu vivre ensemble sans les murs invisibles qui nous séparaient? Ce que j'ai appris à travers cette épreuve, c'est que l'amour maternel ne se contente jamais de réponses faciles. Il creuse, il insiste, il refuse de fermer les yeux, même quand tout le monde nous dit de lâcher prise. Il y a une force en nous,
les mères, qui dépassent la raison, qui traversent les mensonges, qui brisent les portes fermées. Mais cette force a besoin d'être nourrie par quelque chose d'essentiel, le courage de voir ce qui est vraiment là, même si cela nous brise le cœur. Le courage de ne pas accepter les versions qu'on nous impose. Le courage de dire « non, quelque chose ne va pas, et je vais découvrir quoi ». Peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutent en ce moment ont aussi vécu cette sensation. Cette intuition sourde qui vous murmure que quelque chose cloche, mais que vous étouffez parce que personne autour de vous ne semble la partager. Peut-être avez-vous aussi accepté des distances inexpliquées, des silences trop longs, des promesses qui ne se sont jamais réalisées. Et peut-être que, comme moi, vous vous êtes demandé si c'était vous qui exagériez, si c'était vous qui voyiez des problèmes là où il n'y en avait pas. Je veux que vous sachiez une chose, cette intuition, ce murmure intérieur, ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre cœur qui sait, c'est votre âme qui refuse de se laisser berner. Je ne dis pas que tout doute doit devenir une enquête. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans la méfiance permanente. Mais je dis qu'il y a une différence entre faire confiance et fermer les yeux. Faire confiance, c'est croire en quelqu'un tout en restant présent, vigilant, attentif. Fermer les yeux, c'est abdiquer de sa propre lucidité par peur de ce qu'on pourrait découvrir. Et moi, j'ai fermé les yeux, par amour, par épuisement, par peur de déranger. Et pendant que je les fermais, mon fils vivait dans une prison dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question, à vous qui m'écoutez. Qu'auriez-vous fait à ma place? Si vous aviez reçu ce colis, si vous aviez entendu cette voix tremblante de votre enfant vous suppliant de le trouver, auriez-vous eu le courage d'affronter ce qui se cachait derrière? Auriez-vous osé défier les mensonges, les menaces, les murs de silence? Ou auriez-vous préféré continuer à croire ce qu'on vous racontait, parce que la vérité semblait trop effrayante, trop dangereuse, trop grande pour être affrontée seule? Je ne juge personne. Vraiment. Parce que je sais combien il est difficile de choisir la vérité quand elle peut tout détruire. Mais je sais aussi que ne pas la chercher, c'est laisser une partie de soi mourir dans l'ignorance. Ce que je souhaite, c'est que mon histoire serve de miroir, que chacun de vous puisse se regarder et se demander « Y a-t-il quelque chose dans ma vie que j'évite de voir? Y a-t-il quelqu'un que j'aime et dont je ne questionne plus l'absence, simplement parce que c'est devenu une habitude? Y a-t-il des silences que j'ai normalisés alors qu'ils méritent d'être brisés? Parce que le temps passe, et un jour il sera trop tard. Un jour, les réponses que nous aurions dû chercher ne seront plus accessibles. Et nous resterons avec le poids de ce que nous aurions pu faire, mais que nous n'avons pas fait. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce récit. J'aimerais savoir si cela a résonné en vous, si cela a réveillé des souvenirs, des émotions, des questions. Parfois, partager notre vécu avec d'autres qui comprennent vraiment ce que nous avons traversé est la seule façon de ne pas se sentir seul face à la douleur. Alors dites-moi, dans les commentaires, qu'est-ce que cette histoire a fait naître en vous? Auriez-vous agi différemment? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Et surtout, dites-moi d'où vous m'écoutez. Parce que savoir que mes mots traversent les frontières, qu'ils atteignent des cœurs dans différents endroits du monde, me donne l'impression que je ne suis pas seule, que nous ne sommes pas seuls. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans cette histoire vous a touché. Et si c'est le cas, j'aimerais que vous restiez avec moi pour les prochains chapitres, parce que ce récit ne s'arrête pas ici. Il y a encore tant à révéler, tant de vérités à dévoiler, tant de leçons à partager. Alors abonnez-vous à cette chaîne. Non pas par obligation, mais parce que vous ressentez que ces histoires ont de la valeur, qu'elles parlent de nous, de nos vies, de nos luttes silencieuses. Parce qu'ensemble, nous créons une communauté de personnes qui refusent d'oublier, qui refusent de se taire, qui refusent d'accepter les mensonges comme des vérités. J'ai appris quelque chose de fondamental à travers tout cela. Personne ne devrait jamais avoir à affronter seul les épreuves les plus difficiles de sa vie. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'entendre les histoires des autres pour comprendre les nôtres. Nous avons besoin de savoir que ce que nous ressentons est légitime, que nos doutes méritent d'être écoutés, que nos combats ont du sens.
Et c'est exactement ce que je veux créer ici. Un espace où chaque voix compte, où chaque expérience a sa place, où personne n'est jugé pour avoir aimé trop fort, pour avoir fait confiance trop longtemps, pour avoir espéré malgré tout. La vie nous apprend que les liens familiaux sont à la fois notre plus grande force et notre plus grande vulnérabilité. Nous aimons si profondément que nous devenons capables de tout accepter, même l'inacceptable, pour préserver ce lien. Mais j'ai compris que préserver un lien ne signifie pas accepter n'importe quoi. Cela signifie avoir le courage de protéger ceux que nous aimons, même si cela implique de remettre en question les personnes en qui nous avons le plus confiance. Cela signifie reconnaître que l'amour véritable ne ferme jamais les yeux sur l'injustice, même quand cette injustice vient de l'intérieur de notre propre famille. Alors je vous le demande une dernière fois. Partagez avec moi. Partagez vos pensées, vos doutes, vos histoires. Dites-moi si vous avez déjà ressenti cette solitude que j'ai ressentie, cette impression d'être la seule à voir ce que les autres refusent de regarder. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Et si cette histoire vous a ému, si elle a touché quelque chose en vous, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, parce que peut-être, quelque part, il y a une autre mère, un autre père, un autre enfant qui vit dans le silence et qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, que la vérité existe et qu'elle mérite d'être cherchée quoi qu'il en coûte. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Et merci de faire partie de ce voyage avec moi. Nous continuons ensemble jusqu'au bout.